Bonjour, je suis docteur Safia Koutiam, je suis expert VIH, euh, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le sida du Sénégal. Le Conseil national de lutte contre le sida, c'est l'organe que le gouvernement du Sénégal a mis en place pour coordonner la lutte contre le sida, mais aussi pour le conseiller sur toutes les stratégies pour répondre au VIH-sida. Merci beaucoup. Mon nom c'est Ndeye Marième Ndao. Je suis spécialiste VIH au bureau santé de l'USAID. Alors, l'USAID appuie le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la lutte contre le VIH à travers le programme PEPFAR. Donc, c'est un programme qui a démarré depuis 2019 et l'objectif de ce programme, c'est vraiment d'atteindre l'épidémie du contrôle du VIH au Sénégal. Nous mettons le focus sur les populations clés parce que ce sont les populations qui sont plus vulnérables au VIH. Donc, nous avons des interventions sur la prévention, le traitement et la suppression de la charge virale. Donc, c'est une collaboration que nous avons avec le CNLS, qui est l'organe de coordination du VIH au Sénégal. Et à travers notre partenaire de mise en œuvre, qui est FHI 360, nous mettons en œuvre des interventions à travers cette région au Sénégal et 13 districts. Voilà. Alors, déjà, le VIH-Sida crée des inégalités dans déjà des personnes qui sont vulnérables au VIH-Sida. Si on regarde, les femmes sont plus vulnérables au VIH que les hommes, mais aussi parmi les populations, par exemple masculines, les populations clés, certaines populations marginalisées vont être plus vulnérables au VIH-Sida, mais aussi au moins d'accès à la prévention et aux soins que les autres. Donc, vous voyez, il y a une inégalité entre hommes et femmes, une inégalité entre la population générale et certaines populations qui ont d'autres types de comportements. Il y a aussi dans l'accès aux services une différence parce que toutes les populations n'ont pas le même accès aux services. Les populations des villes n'ont pas les mêmes accès que les populations en zone décentralisée. Les populations clés ont moins d'accès parce qu'ils sont stigmatisés ou auto-stigmatisés dans les services de santé. Donc tout cela, c'est des inégalités qu'il faudra combler. Il y a aussi l'accès des enfants qui est plus faible que aux soins, qui est plus faible que pour les adultes. Et nous avons remarqué depuis quelque temps que, à l'instar du monde entier, les nouvelles infections à VIH reviennent à travers les jeunes, et cela est lié à une différence d'accès à l'information pour les jeunes, surtout pour les jeunes filles et les adolescentes. Donc, ça fait beaucoup d'inégalités qu'il faut justement adresser pour pouvoir, en tout cas, atteindre les objectifs que nous nous avons fixés dans la lutte contre le sida. Il faut voir les autotests VIH comme une stratégie qui vient compléter déjà d'autres stratégies pour améliorer l'accès au dépistage. Je l'ai dit tout à l'heure, dans les inégalités aussi, nous avons par exemple remarqué que les femmes vont plus chercher les soins que les hommes. Alors, il y a certainement des barrières qui font que certains hommes, pour une raison ou une autre, ne veulent pas venir faire le dépistage. Nous pensons que déjà pour compléter la batterie de dépistage et peut-être pour cette frange d'hommes qui n'a pas encore trouvé les moyens adéquats pour se dépister, les autotests peuvent être une solution. Donc, ces autotests ont été mis en place au Sénégal depuis 2018 pour venir, comme je l'ai dit, compléter cette batterie, mais c'est un moyen discret qui permet à une personne qui n'a pas forcément envie de se dévoiler au service public, d'avoir le moyen de prendre son dépistage dans l'intimité de se faire suivre par son médecin personnel.
Donc, je pense que l'autotest, c'est un élément important pour diminuer aussi la stigmatisation liée au VIH et c'est un outil important pour certaines populations encore cachées ou en tout cas qui n'ont pas toujours confiance aux services de santé. Alors, comme Dr. Cham l'a si bien dit, la stratégie de l'autotest vient compléter la stratégie du dépistage classique. Mais l'autotest est une option pratique et confidentielle qui permet aux gens de connaître le statut en privé. Maintenant, nous, au niveau de l'USAID, à travers le programme PEPFAR, nous sommes en train de faire de la promotion de l'autotest qui permet plus de liberté par rapport à l'accès, mais par rapport aussi à la confidentialité. Et cela permettrait de réduire la stigmatisation au niveau des populations clés, au niveau des communautés et même des enfants qui sont souvent exposés par des mères qui sont infectées et qui ont droit à être dépistés pour connaître le statut. Et souvent, c'est une difficulté pour ces enfants-là d'accéder au test de dépistage dû à la stigmatisation. Pour le moment, les autotests sont disponibles au niveau des centres de santé, des districts, et également au niveau de certaines organisations communautaires qui distribuent l'autotest. Donc, vous le trouvez au centre de santé, mais aussi le médiateur de santé qui est au niveau du centre de santé peut orienter vers une organisation communautaire. L'autotest sera complètement plus efficace si on le trouve en pharmacie, en officine privée. Et nous travaillons sur cela. Aujourd'hui, l'option que le gouvernement a prise, c'est de travailler avec les pharmaciens privés pour qu'on puisse distribuer les autotests VIH au niveau de ces pharmacies. Je pense que c'est là où vraiment on va atteindre l'objectif que nous souhaitons avec les autotests, quand on va avoir les autotests dans le privé. Alors, le dépistage communautaire, comme son nom l'indique, c'est le dépistage fait par les communautés. Qui sont les communautés? C'est les associations de lutte contre le sida, c'est les individus, c'est les familles. Donc, c'est un peu le dépistage démédicalisé. Donc, nous avons le dépistage au niveau du laboratoire, demandé par un médecin, par exemple. Donc, c'est comme toute analyse de laboratoire. Nous avons le dépistage volontaire où la personne aussi vient au niveau du centre de santé et demande le dépistage. Nous avons le dépistage à l'initiative du prestataire de santé, c'est ce que je viens de décrire. Et il y a aussi le dépistage fait par les organisations. Aujourd'hui, nous donnons des compétences aux communautaires, aux organisations communautaires pour faire des tests rapides, c'est des tests simples que tout le monde peut faire. Donc, à l'instar aussi de l'autodépistage, qui peut être aussi un dépistage communautaire, parce que distribué par la communauté. Donc, les associations amènent le service de dépistage au sein de la communauté. Au lieu de rassemblement des communautés, ce dépistage, donc, démédicalisé et en promotion, et c'est ce dépistage qui a permis, en tout cas, à notre pays d'avoir aujourd'hui les résultats que nous avons, parce que si on attendait les personnes au niveau des centres de santé, elles peuvent ne pas venir, et souvent elles ne viennent pas. Donc, nous avons pris l'option non seulement d'amener le dépistage par des stratégies avancées, mais mieux de former des gens de la communauté au dépistage et de leur donner les moyens d'aller faire le dépistage et d'amener les résultats, et même maintenant de faire le suivi dans la communauté. Donc, c'est ça le dépistage communautaire. C'est le dépistage fait par les communautés au sein de la communauté. Alors, vous l'avez dit, le dépistage communautaire est une stratégie importante parce qu'elle nous a permis d'augmenter les résultats par rapport au test de dépistage. Ce que je peux dire, c'est que c'est un moyen qui permet aux prestataires de santé, aux agents communautaires d'atteindre les populations vulnérables, c'est-à-dire les populations clés qui ne fréquentent pas assez souvent les structures de santé,
Et donc, cette stratégie permet de les identifier, de les enrôler dans les programmes de dépistage. Maintenant, ce qu'il faut peut-être noter, c'est que le dépistage communautaire s'accompagne d'une formation. Il faut former les agents de santé communautaire à être capables de faire le dépistage, mais aussi à être beaucoup plus professionnels, c'est-à-dire à respecter la confidentialité des gens et aussi à les accompagner en cas de séropositivité. Alors, la stigmatisation et la discrimination constituent des freins à l'accès aux services. Je pense que, et c'est facile à comprendre, déjà, une personne stigmatisée perd déjà l'estime de soi. Donc, c'est une personne qui n'a pas confiance. Et donc, quand une personne n'a pas confiance, ou elle vient pas, ou quand elle vient, elle ne suivra pas les prescriptions, ou elle ne va pas dire son problème. Et donc, le résultat est le même. Il n'y a pas une bonne prise en charge. Aujourd'hui, la stigmatisation est un grand problème au niveau du Sénégal. Je ne sais pas d'expliquer pourquoi, mais je pense que c'est aussi lié au fait que le dépistage n'est pas, le VIH n'est pas très visible à cause de la faible prévalence du Sénégal. Beaucoup de gens ne connaissent pas le VIH. Et donc, quand par exemple, au niveau des structures de santé, un prestataire qui n'a jamais pris en charge une personne vivant avec le VIH, qui n'a pas reçu de formation pour le VIH ou qui n'est pas formé pour parler avec les populations clés, peut avoir des attitudes. Parce que la stigmatisation, ça peut être des paroles, mais ça peut être des attitudes. Donc, ça peut avoir des attitudes qui stigmatisent. Et ces attitudes sont très vite perçues par ces populations et qui ne vont pas venir chercher les soins dont ils ont besoin. Donc, la stigmatisation freine l'accès aux soins. Ça diminue l'estime de soi chez la personne. Et le résultat, c'est que la personne on ne sera pas efficace dans le traitement et la prise en charge de cette personne. Informer le maximum de gens sur le VIH, leur expliquer que c'est une maladie comme une autre, qu'il faut pas stigmatiser les personnes vivant avec le VIH. Former les agents de santé, les agents communautaires sur le VIH, sur l'approche avec les populations clés, former aujourd'hui les médecins sur la prise en charge des populations clés. Nous avons remarqué que quand les personnes sont informées ou quand les personnes on leur donne les outils, en tout cas ils sont formés, elles ne stigmatisent pas. Donc je pense qu'il faut former. C'est vrai qu'il y a toujours un turnover très important au niveau des professionnels de santé, mais il faut continuer à informer. Il faut que le VIH soit plus visible. Il faut aussi c'est plus difficile que les personnes vivant avec la maladie acceptent de parler à visage découvert pour qu'on voit que c'est des personnes comme tout le monde. Parce qu'à chaque fois que les populations découvrent une personne vivant avec le VIH, se disent, ah bon, cette personne a le sida, pourtant elle est normale, elle est comme moi. Donc c'est important que ces personnes sortent et parlent, qu'on voit que c'est des personnes qui sont heureuses, qui travaillent, qui ont des enfants, qui ont des familles. Donc, il faut, et tout ça, ça participe dans l'information. Donc, si les gens ont la bonne information, je pense que il y aura moins de stigmatisation. Maintenant, pour la discrimination, nous avons une loi VIH qui essaie d'aider pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc, c'est aussi informer ceux qui appliquent la loi qu'il y a une loi et que les gens n'ont pas le droit de discriminer et qu'ils savent de quoi ils peuvent s'attendre s'ils font des actes de discrimination.
Alors, la stigmatisation et la discrimination sont l'un des plus grands boulots d'étranglement de notre programme au Sénégal dans le cadre du VIH. Les populations clés sont souvent affectées par la stigmatisation et la discrimination, et cela impacte également sur les résultats de notre programme. Parce que dans le cadre de la prévention, nos résultats sont en train de chuter, je peux le dire comme ça, dû au fait que on a du mal aujourd'hui à mettre la main sur les populations à cause de la stigmatisation. Le VIH a eu beaucoup de bons résultats, mais dernièrement, on a commencé à avoir une recrudescence des violences envers les populations clés, particulièrement les MSM, qui font qu'ils sont retournés dans la clandestinité et ne participent plus aux activités de prévention, ni au niveau communautaire, ni dans les structures de santé. Maintenant, nous, la réponse que nous apportons par rapport à cette forte stigmatisation, c'est d'appuyer le gouvernement du Sénégal à travers le CNLS à mettre en place des activités de plaidoyer, de sensibilisation à l'endroit des prestataires, à l'endroit des religieux, des journalistes qui souvent dans les réseaux sociaux, dans les médias, l'information qu'ils donnent ne permet pas en fait de pouvoir rendre accessibles les informations au niveau des populations. Donc nous essayons vraiment de faire des activités de plaidoyer et de sensibilisation. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les résultats du plaidoyer prennent du temps à se voir parce que c'est un processus et que ça se fait à long terme. On a eu beaucoup d'activités sur le plaidoyer, mais aujourd'hui, si on devait évaluer ces programmes de plaidoyer, on allait se poser la question à savoir, mais qu'est-ce qu'on a fait en réalité? Donc, moi, c'est une occasion pour appeler à tous les acteurs de repenser les activités de plaidoyer et de sensibilisation et de voir quel est l'impact de ces activités de plaidoyer dans notre programme. Voilà. Nous allons continuer vraiment à appuyer le CNLS dans le cadre de ces activités de plaidoyer parce que c'est nécessaire. On est arrivé à un stade où il nous faut vraiment faire face à cette stigmatisation-là, qui n'arrête pas d'évoluer. Et tant qu'on ne fera rien, on ne pourra pas atteindre l'épidémie du contrôle au Sénégal parce que ça affecte énormément les populations clés qui sont les populations les plus vulnérables au VIH. Alors, je vais dire que le partenariat que nous avons avec l'USAID à travers déjà le projet PEPFAR, le programme PEPFAR, est un partenariat qui est très important pour le gouvernement du Sénégal. C'est très important pour notre réponse au VIH. C'est un programme qui déjà appuie notre stratégie pour le contrôle de l'épidémie dans cette région. Et c'est un programme qui nous apporte également des stratégies qui sont considérées comme des gold standards. Donc, c'est une stratégie qui améliore la qualité de notre programme parce que nous apprenons beaucoup avec les nouvelles stratégies qui sont et avec les requirements aussi, parce que ils nous posent des conditions. Quand on réussit ces conditions, on voit une amélioration dans notre programme. Le CNLS considère en tout cas ce partenariat comme hautement stratégique pour une sorte de drive pour la réponse au VIH au Sénégal. Donc c'est un partenariat qui est très important. Et aujourd'hui, nous continuons à travailler et nous voulons arriver à un G2G programme pour justement appuyer ce qu'on était en train de dire pour améliorer la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Et à travers ce programme, non seulement on va essayer de proposer une amélioration dans la qualité de l'offre de dépistage et de traitement, mais aussi le plaidoyer, comme Desmarem l'a dit, envers tous les décideurs au plan communautaire, c'est-à-dire les religieux,
au niveau des journalistes aussi. Donc, beaucoup de problèmes que les populations clés ont sont relayés et peut-être même amplifiés à travers la presse. Et ça les vulnérabilise davantage, mais aussi avec les acteurs gouvernementaux et tout ce qui applique la loi. Mais aussi, dans ce programme, il faudrait aussi former les populations clés à connaître leurs droits et peut-être mettre en place même des dispositifs pour les accompagner quand ils ont subi, par exemple, une discrimination, une stigmatisation ou en tout cas une atteinte à leurs droits. Donc, les former aussi à l'estime de soi, etc. Donc, c'est tout un programme que nous allons proposer en partenariat avec le gouvernement américain pour accompagner ce que nous avons déjà dans le cadre du projet PEPFAR, qui est déjà très, très important. Voilà. En tout cas, nous avons eu en partenariat avec l'USAID PEPFAR à travers le programme EPIC déroulé une campagne pour faire la promotion du traitement ARV. Et cette campagne s'intitulait U égale U, c'est-à-dire untransmissible, undetectable égale untransmittable. C'est ça. En français. C'est non détectable, indétectable égale non transmissible. Donc, on n'a pas exactement les mêmes termes en français et nous l'avons même traduit en langue locale en disant juste que mën nañu dakkal wàllante sida. En fait, c'est ce que ça veut dire. Alors, cette campagne, je dis d'abord, c'est une campagne pour la promotion du traitement. Ensuite, c'est une campagne pour lutter contre la stigmatisation et des populations clés. Parce que c'est une campagne qui dit aux populations que quand une personne prend son traitement normalement et devient indétectable, cette personne ne transmet plus le VIH. Ça, on le savait déjà dans le cadre de la prévention de la transmission mère-enfant. La PTME utilise ça. Donc, on traite la femme pour qu'elle ne le transmette pas à son enfant. Mais ce que U égale U dit, c'est aussi quand c'est indétectable, même la transmission, on ne transmet même pas par voie sexuelle. Donc, c'est une stratégie qui peut être utilisée dans le cadre de couples discordants. Ça peut être des couples homo ou hétéro, en tout cas dans le cadre d'un couple discordant. Et ça met à l'aise les personnes aussi vivant avec le VIH qui veulent se marier. Et c'est aussi un argument de plus pour qu'ils suivent leur traitement. Bon, pour avoir une bonne compliance au traitement. Quand vous avez une bonne compliance à votre traitement, non seulement vous n'allez pas être malade du sida, vous n'allez pas mourir du sida, mais aussi vous n'allez pas transmettre le sida ni à votre enfant, ni à votre conjoint. Donc, c'est ce que cette campagne-là essaie de vulgariser. Donc, nous avons mené cette campagne. Nous continuons à mener cette campagne auprès des populations. Et effectivement, il y a eu beaucoup de retours parce que les gens ne savaient pas qu'une personne vivant avec le VIH qui prend son traitement, qui est indétectable, ne transmet pas le VIH. Bon, je crois que le Dr Thiam a déjà donné les grandes lignes de cette campagne U égale U. Ce que je peux ajouter, c'est que ça fait partie de nos interventions dans le cadre du programme PEPFAR. Et l'objectif vraiment, c'est de réduire la chaîne de transmission et de maintenir les gens sous traitement. Donc, c'est ça en fait l'objectif. Mais en parallèle, ce qu'il faut également, c'est de s'assurer qu'il y a une bonne disponibilité des médicaments au niveau des structures de santé. Parce que si on veut vraiment maintenir les gens dans le traitement, il faut qu'il y ait une disponibilité de médicaments. Donc, on est en train de travailler sur ça. Pour le TLD, je crois que le Sénégal est dans une bonne position. Aujourd'hui, dans tous les structures de santé, on a une quantité suffisante de TLD, mais on n'est pas encore atteint l'objectif de l'OMS ou de l'ONU-SIDA, c'est de mettre 95% des populations infectées sous TLD. Donc, c'est quelque chose que nous allons travailler avec le SNLS dans le cadre de ce nouveau partenariat du G2G et nous espérons vraiment qu'on pourra atteindre nos objectifs. Merci beaucoup.